et compatible avec l'industrie de l'équarrissage. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici et d'avoir l'opportunité de vous parler des insectes dans cette partie de l'équarrissage. Je vais vous demander de m'excuser si je tousse parce que j'ai beaucoup toussé pendant les 6 derniers mois. Je vais essayer de ne pas interrompre ma présentation avec ma toux. Je vais vous montrer donc la mouche noire, comment elle nous aide avec l'agriculture. Je vais commencer par le début. Je vais vous dire comment cela contribue avec l'agriculture durable. J'aimerais vous dire que pendant les 15 dernières années, l'industrie des insectes a eu une certaine emphase dans le remplacement et ça représente une meilleure solution pour les protéines traditionnelles. Nous avons besoin de plus d'énergie et de protéines au monde pour alimenter, pour nourrir les personnes et les animaux. Nous avons une solution qui peut être combinée avec d'autres solutions qu'on est en train de développer dans l'agriculture. Donc ici, nous sommes centrés dans le changement avec un ingrédient qui soit durable. Je suis vraiment très fière de faire partie de cette organisation. Je vais vous parler un petit peu plus sur ce type de larve de mouche noire qui est si importante. Il y en a eu trois qu'on a essayé de vendre. Nous avons d'abord la mouche soldat noir. Cela est très important puisqu'elle est dans tous les continents. Elle n'est pas invasive. Il n'y a pas de risque de peste pour l'agriculture. Elle ne provoque pas de maladie. Il n'y a pas de maladies qui soient transmises des insectes vers les animaux ou vers les humains qui sont en train de faire ces opérations. Elle a un cycle de vie qui est assez rapide. Si nous voyons les, les volailles ou la soja, on peut voir que depuis qu'on commence leur développement et jusqu'au marché, ils ont un cycle de vie de 14 jours. Donc, on peut générer cette protéine pendant l'année. Nous avons cette mouche adulte, peut-être vous l'avez déjà vue, mais vous ne la reconnaissez pas en tant qu'une mouche. Parfois, on pense que c'est un autre type d'insecte, une guêpe, mais en fait, c'est sa façon de se protéger. Elle vit pendant une semaine. Son objectif est de naître, se reproduire et mourir. Donc, nous voyons les larves qui, qui croissent de façon exponentielle. Elles vont grandir, elles vont faire grandir par 20 dans un terme de 15 jours. Donc, ceux qui sont déjà des connaisseurs ici, vous pouvez y réfléchir. On voit qu'ils peuvent grandir dans un environnement contrôlé. Ici, nous voyons le cycle de vie qui nous donne cette diversité optimale. Ces animaux, on peut voir qu'ils sont digéribles. Donc, on peut voir le niveau pour la digestion. Le 5% des larves. Et pour leur cycle de vie, nous avons un total de 30 ou 40 jours. Donc, c'est un type de génération qui est assez rapide. Une autre raison pour laquelle c'est une opportunité durable, c'est que nous pouvons avoir des fermes verticales. Nous pouvons travailler avec cela. Et c'est un exemple d'une ferme à Kentucky de plus de 2 mètres de hauteur et cela peut être amené à l'industrie. Donc, nous avons déjà 13 mentions où on peut travailler avec ça. C'est vraiment le rêve de n'importe quel euh, ingénieur. C'est le niveau et la hauteur qu'on peut attendre. Et ces insectes peuvent être mangés au 100%. On n'a pas besoin de s'inquiéter sur cette partie-là. Nous avons aussi un rendement potentiel incroyable. Nous sommes en train de voir leur potentiel. Dans cette ferme commerciale, nous sommes en train de voir les nombres d'insectes. Nous avons même 1 million de livres par acre par année. Ici, nous avons cette opportunité de créer des ingrédients qui soient durables, qui est assez grande. Lorsque nous voyons cette diapositive, on peut voir la durabilité de ces ingrédients. Ici, je vous présente deux types différents de
BSFL, on voit leur potentiel d'émission de gaz à effet de serre. Il y a plein de façons de voir ces données. La partie la plus importante, c'est que nous voyons cette comparaison des protéines primaires, par exemple, les protéines porcines, avicoles, bovines. Nous voyons qu'elles ont une empreinte de carbone qui est beaucoup plus faible. Nous voyons ici de ce côté les ingrédients. Après, nous avons une émission beaucoup plus faible de gaz à effet de serre et une empreinte de carbone qui est beaucoup plus faible aussi. La façon de faire croître ce type d'animaux, c'est parce qu'en fait, ils peuvent manger euh, quoi que ce soit. Donc oui, évidemment, il y a certaines règles pour les nourrir, mais en théorie, on pourrait les nourrir avec quoi que ce soit. Il y a une biorémédiation qui est assez grande, c'est-à-dire même les déchets. Et aux États-Unis, il faut leur donner des choses qui sont reconnues en tant que sécurisées. Par exemple, les déchets qui viennent de l'industrie des aliments pour la biorestauration. On peut les nourrir avec des sous-produits d'équarrissage. Il y a plein de choses qu'on peut leur donner. Encore une fois, il y a certaines questions réglementaires auxquelles il faut répondre. Par exemple, aux États-Unis, il faut se diriger vers la FDA pour voir s'il est possible d'utiliser tel ou tel ingrédient. En général, on se centre dans des ingrédients différents. Nous sommes à Kentucky. Nos insectes aiment ces types d'ingrédients. Il faut faire attention avec ces insectes qui vont refléter ce qu'ils mangent, c'est-à-dire ils sont vraiment ce qu'ils mangent. Dans les profils d'acides gras, il faut faire attention. Si on leur donne des aliments avicoles ou porcines, ils auront ce type de profil d'acides gras. Ils peuvent aussi contenir des métaux lourds. Donc, il faut faire vraiment attention à ce qu'on leur donne à manger. Il faut vraiment faire attention au type d'aliments. Puisque si ces aliments contiennent des métaux lourds, alors on aura un petit problème. Il faut faire attention, il ne faut pas leur donner des aliments qui soient une source de pollution. Ici, nous avons quatre sources principaux que nous avons aux États-Unis. Dans l'Union européenne, c'est un petit peu différent parce que ce n'est pas un ingrédient de production primaire. Nous voyons, c'était la première approbation. Nous avons la partie de l'équarrissage de la graisse qui, nous voyons qu'il y a le 50-55% de protéines et l'huile, on dirait que c'est de l'huile, ça ressemble à de l'huile, mais c'est plutôt une graisse parce que sa température de dissolution est de 80 degrés, mais le profil dépend de ce qu'on leur donne à manger. Finalement, on a cette biomasse. Ce sont les excréments de ce qu'ils ont mangé, de ce que l'insecte a mangé et digéré. Donc voilà, ça représente une source de nutriments très importante pour les sols et les animaux. Et ces excréments seront traités avec de la chaleur. Après, ça représente un ingrédient pour nourrir les animaux, par exemple les porcs, les tilapias. En plus de la digestibilité des acides aminés, elle est beaucoup meilleure que la farine de soja. Nous avons une opportunité de
nourrir les animaux, mais il y a aussi un composant de valeur ajoutée qui vient avec ces larves. C'est l'acide laurique qui nous donne une alimentation avec des acides gras. Il, il a aussi des propriétés microbiennes et les insectes sont aussi dans leur environnement naturel. Il y a des peptides qui représentent des antibiotiques naturels dans le processus de la survie. Nous voyons ces peptides dans les ingrédients, dans les animaux. Avec une quantité correcte, ça peut représenter un probiotique et ça nous aide à combattre les bactéries. Donc ici, nous avons les recherches sur les espèces. Il y a des données sur des animaux qui ont été nourris avec de la farine de poisson et de soja. Nous avons écouté ces poissons qui ont été nourris de cette façon, qui n'étaient pas très sains. On voit ici que si on ajoute certaines larves à ce régime basé dans de la farine de soja, on a eu des améliorations et on a changé la microflore des animaux. Alors, les animaux qui auparavant avaient des entérites n'ont plus eu cette entérite. Donc ici, nous voyons cette représentation. Ici, nous avons 80 000 animaux dans une ferme commerciale. Et ici, nous avons l'inclusion du 20% des excréments dans les régimes. Nous voyons une réduction de la mortalité et la microflore avec ces aliments. On ne peut pas oublier le fertilisant. On vient d'écouter comment ces fertilisants fonctionnent, comment utiliser ces excréments comme fertilisants. Donc, on sait que cet espace est assez petit dans les États-Unis, mais c'est un fertilisant et ça peut remplacer un fertilisant chimique. Ces propriétés de la valeur ajoutée pourraient être vues dans l'alimentation des aliments. L'alimentation des animaux. Donc, on pourra voir ce bénéfice au long terme de ces excréments. Ici, nous voyons les nombres avec les excréments et du côté gauche, nous avons un fertilisant chimique. Du côté droit, ce n'est pas le cas. Nous voyons comment cela améliore la santé des plantes. On peut réduire la décoloration des plantes puisqu'il y a des pathogènes. Nous avons montré qu'on peut réduire ces pathogènes d'une façon très importante pour avoir un bon rendement pour les agriculteurs. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire avec d'autres types de récoltes, par exemple avec des patates, des haricots, etc. Et très rapidement, je vais finir avec le statut réglementaire. Lorsque j'ai commencé à travailler en 2017, il n'y avait aucun type d'approbation réglementaire. Donc, on pouvait commencer avec n'importe quel type d'ingrédient. On a beaucoup travaillé avec la FDA pour leur montrer la sécurité de nos ingrédients. Je suis vraiment très enthousiasmée de voir que c'était pendant la première réunion qu'on a eue. On a été approuvé pour tout type d'espèces, sauf pour les ruminants et les chevaux. Mais ça peut être utilisé pour toutes les espèces. Il y a une définition pour 2026. On doit avoir l'approbation pour tout, sauf pour le bétail et pour les chevaux, du moins en Amérique du Nord, qui est ici représentée. Je vais finir avec le sujet de l'économie circulaire. Nous sommes vraiment très enthousiasmés par ce que cette larve peut faire. Nous avons des sous-produits de l'industrie et des produits qu'on peut donner aux animaux. Je suis vraiment très enthousiasmée de voir qu'on pourra améliorer la santé de la terre et on pourra alimenter les animaux avec ce type de produits. Si vous avez des questions, je pourrais répondre. Merci beaucoup de m'avoir écouté.